Euh, merci, merci de me laisser la parole et de me permettre de parler de ce sujet SVN, passage de SVN à Git. Je vais me présenter juste rapidement pour ceux qui ne me connaissent pas. Donc Olivier Jourdan, je suis architecte LabVIEW, LabVIEW Champion. Et il y a 2 ans, j'ai créé ma société Wobalab, qui est partenaire ENI, qui est DQMatch Trusted Advisor et qui fait du consulting, du développement de la conception, de l'aide aux équipes de développement LabVIEW, voilà, sur un peu tous les sujets, mais à partir du moment où il y a du LabVIEW, bah, ça peut être intéressant de faire appel à Bobolab. Donc aujourd'hui, le sujet que j'ai proposé d'aborder, alors c'est pas mes vacances, hein, c'est pas mon voyage pendant mes dernières vacances, mais c'est la migration que j'ai fait de SVN à Git bah, depuis 2 ans, on va dire. Euh, Depuis 2 ans. Euh, Ma présentation se fera en 4 parties. Pourquoi j'ai décidé de migrer de SVN à Git? Qu'est-ce qui s'est passé pendant cette migration? Qu'est-ce que j'ai dû apprendre? Qu'est-ce que j'ai dû modifier dans mes habitudes? Où j'en suis aujourd'hui? Et puis bah, mes conseils si jamais vous êtes soit dans la même... vous avez l'idée de faire cette migration, ou vous êtes en train de la faire, etc. Alors je remercie Sébastien d'avoir parlé beaucoup de LabVIEW, parce que ma présentation ne parlera pas énormément de LabVIEW, mais je pense que c'est un sujet qui est important pour tous les développeurs LabVIEW, quels qu'ils soient. Donc, les raisons du voyage. Hop. Euh, Première chose que je souhaite aborder en introduction, c'est un petit rappel à propos des systèmes de contrôle de version. Quand je dis système de contrôle de version, c'est SVN, c'est Git, ça peut être Mercurial, ça peut être Perforce, etc., etc. Quels qu'ils soient, ces systèmes de contrôle de version, ils ont je dirais quatre fonctionnalités principales. Premièrement, c'est enregistrer les modifications de vos fichiers sur votre projet au cours du temps. C'est permettre de récupérer n'importe quelle de ces versions pour n'importe quel fichier que vous souhaitez. Euh, c'est un peu une machine à remonter le temps. Ça permet aussi de savoir qui a fait le changement sur quel fichier. Et puis, en dernier, et je dirais c'est un peu de l'optionnel, ça permet de partager des fichiers entre plusieurs personnes. C'est optionnel parce que pour moi, même si vous développez tout seul, vous devez utiliser un système de contrôle de version. SVN ou Git, ce que vous voulez, mais vous devez sortir du je fais un zip le vendredi soir pour avoir une version sur laquelle je pourrais revenir dans 2 semaines. Et deuxième chose importante, c'est pas un système de backup. C'est-à-dire, par exemple, si je prends le cas de SVN, si vous avez un serveur SVN, que votre serveur SVN il tombe en rade, que le disque dur il est HS, vous avez tout perdu si vous n'avez pas quelque chose qui backup votre système de contrôle de version. Donc attention à ne pas confondre système de contrôle de version et système de backup. Bien sûr, c'est un peu lié, mais c'est pas la même chose. Deuxième rappel sur les spécificités de LabVIEW. LabVIEW, vous le savez, c'est des fichiers binaires. C'est du langage graphique. Il y a aussi quelques fichiers qui sont des fichiers XML, tout ce qui est LVProj, LVlib, LVClass. Mais on ne va pas pouvoir faire, comme dans les langages textuels, faire des merges de fichiers. Dire je récupère 4 lignes d'un fichier et 5 lignes d'un fichier quand je vais travailler à plusieurs et que je vais avoir un conflit. Donc un rappel, c'est on ne merge euh, jamais un contenu de fichier, même les fichiers XML, mais par contre, en cas de conflit, on va choisir le fichier A ou le fichier B, et puis ça va remplacer l'un va remplacer l'autre. Une petite question peut-être dans le chat. Vous mettez rapidement, puis comme ça me donnera une idée. Nicolas, tu pourras me dire ce qu'il en est. Euh, c'est qu'est-ce que vous utilisez actuellement, SVN, Git ou autre chose? Comme ça, pour avoir un peu une idée dans les 25-30 personnes qui sont présentes sur le logiciel
de contrôle de version que vous utilisez. Je peux te couper 2 secondes, Olivier. Oui, J'ai vu qu'il y avait déjà les personnes qui marquaient ce qu'ils utilisaient. Je vais marquer SVN Git et utiliser plutôt le système de vote pour que je puisse comptabiliser facilement, s'il vous plaît. d'accord. Merci. Alors, pourquoi migrer de SVN à Git? Alors, il y avait des critères très objectifs. Git propose des fonctionnalités que ne propose pas SVN. Il y a une intégration de nombreux services en ligne qui reposent sur Git, GitLab, GitHub, Bitbucket, donc des services qui sont très utilisés dans le monde du développement, qui reposent sur Git. Et puis, toujours dans ce contexte-là, pour faire de l'intégration continue, alors, ce qui est un autre sujet, je pourrais faire encore une présentation complètement sur l'intégration continue, mais en gros, c'est automatiser les tâches de unit test, de build, de livraison, tout ça, le faire en cours de développement. Bah, la plupart des nouveaux outils qui sont proposés dans le cloud ou qu'on peut installer sur ces serveurs reposent sur Git et assez peu sur SVN. Donc, ça donne accès à d'autres choses, utiliser Git. Après, il y avait d'autres critères qui étaient un peu plus subjectifs. Je suis curieux. Par nature, je suis curieux. Donc, voilà, essayer quelque chose de nouveau, ça m'intéressait. Et puis, j'avais l'impression, il y a 2 ans, qu'il y avait une forte tendance à migrer vers Git pour un grand nombre de développeurs, ou en tout cas pour quelques développeurs dans la communauté des développeurs Labview. Alors, comme j'aime bien quand même aussi faire de la mesure, quand on fait du LabVIEW, c'est pas étonnant. J'avais envie de savoir un peu plus et cette présentation que je fais aujourd'hui, je devais la faire à NI Week avant le confinement, puis il n'y a jamais eu de NI Week. Et à l'époque, j'avais fait un petit sondage, j'avais demandé un peu 4 questions que j'avais postées sur LinkedIn et j'avais eu 83 retours. Et une des questions, c'était quel système de contrôle de version vous utilisez? Et là, les réponses étaient assez intéressantes parce qu'en gros, c'est très partagé. C'est moitié-moitié SVN Git. Dans autres, il y a des gens qui utilisent et SVN et Git, en gros. Puis il y a eu quelques Mercurial, mais on avait déjà quelque chose de très partagé. Alors je ne sais pas, Nicolas, si tu as eu le temps de compiler les réponses des personnes qui assistent à la présentation. Pas encore, plutôt vers la fin, je pense qu'on y va. D'accord. Bon, ça sera intéressant de comparer ça. Mais en tout cas, voilà, sur 83 retours que j'ai eu au printemps, on était moite-moite. Et il y avait une deuxième question, enfin il y avait 4 questions, mais il y a la quatrième question, c'était qu'est-ce que vous allez faire dans le futur? Et là, c'est assez intéressant aussi parce que sur les utilisateurs de SVN, il y en a la moitié en gros qui disent bon, moi je vais continuer à utiliser SVN. Il y a l'autre moitié qui dit je pense passer à Git. Donc, moi, j'étais pas tout seul. Et tous ceux qui utilisent Git disent je continue et je reste sur Git. Et il y a eu un qui a répondu je vais arrêter d'utiliser les sources code la gestion de version de code. Bon, je pense que ça, il faut oublier. Voilà. Mais bon, voilà, c'est intéressant. Ma perception a été confirmée par le sondage. Je n'étais pas le seul à faire cette migration. Alors, c'est un voyage. Avant de partir en voyage, on se dit, bah ouais, ok, il y a plein de choses, ça nous fait rêver, il y a des belles photos, il y a des beaux paysages, mais est-ce qu'il y a des risques à aller vers Git? Quand on regarde sur Internet, vous allez pouvoir voir que Git est plus complexe. Enfin, voilà, une des réponses est Git, c'est plus complexe à utiliser que SVN. Git ne gère pas correctement les fichiers binaires. C'est un peu embêtant parce que la view, c'est 99% de fichiers binaires. Git, ça nécessite l'utilisation de la ligne de commande. C'est vrai que quand vous allez chercher un peu de l'information sur Git, très vite vous tombez sur des lignes de commande. C'est assez juste. On verra que c'est pas une obligation. Euh, et enfin, il y a une quatrième chose qui revient et qui revient surtout dans les conversations que j'ai pu avoir avec d'autres développeurs. Avec Git, on est obligé de faire des merges. On a dit voilà, que c'est pas forcément simple de faire des merges avec la bio. Donc voilà, ça c'était les risques. Malgré ces risques, j'ai décidé de faire cette migration. Et avant de partir en voyage, on prend quelques guides de voyage. Là, je vous ai mis quelques liens, je partagerai la présentation, hein. Il y a quelques liens, mais il y a une quantité astronomique de
de contenu sur l'utilisation de Git sur Internet. Voilà, il y a des tutoriaux qui sont très bien faits, que ce soit sur l'utilisation de Git ou sur les workflows d'utilisation. Donc voilà, je suis parti et du coup, bah, comment s'est passé mon voyage? Première chose que j'ai découvert, c'est entre SVN et Git, il y a une architecture qui est complètement différente. Il y en a un SVN qui est centralisé et Git qui est distribué. Et les impacts de cette architecture, ça peut être assez conséquent. Une architecture centralisée, c'est quoi? C'est SVN. On a un serveur SVN qui contient le repository, donc l'ensemble des versions de mes fichiers. Et puis chaque développeur va avoir sur sa machine une working copy qui est une version des 200, 2000 versions que contient le repository. Une architecture distribuée, le dessin est un peu identique. Il y a une petite différence, c'est que chaque utilisateur a le repository en local. Donc on va avoir l'ensemble de l'historique du projet local avec sa working copy sur lequel on est en train de travailler. Et on va pouvoir communiquer et dire, on va décider qu'il y a un repository qui est le repository dans lequel tout le monde va venir pousser ses modifications et récupérer les modifications des autres. Mais rien ne m'empêche, dans une architecture distribuée, de se connecter directement à un repository d'un autre développeur. Donc on peut imaginer des choses très différentes en fonction des contextes. Git, c'est très peu de fonctionnalités, beaucoup de conventions et beaucoup de possibilités après en termes d'utilisation. Cette architecture distribuée, si on compare, il y a quelque chose qui est vraiment important à comprendre et qui est un plus, à mon avis, au niveau de Git, c'est que si on regarde le repository qui est le repository sur lequel on va venir capitaliser l'ensemble des modifications. Quand je suis avec SVN, cette barre au milieu, elle représente le réseau. Si je n'ai pas de réseau avec SVN, la seule chose que je peux faire, c'est regarder le status de ma working copy. Qu'est-ce qui a changé depuis la dernière fois où j'ai fait un update? Je ne peux pas pousser, je ne peux pas récupérer, je ne peux pas regarder le log, je ne peux pas récupérer une ancienne version, je ne peux pas faire une branche, je ne peux rien faire si j'ai pas le réseau. Ça peut être très problématique quand vous êtes dans une situation où vous n'avez pas de réseau. Vous voulez travailler dans le TGV, vous n'avez pas de réseau. Chez un client, peut-être que vous n'avez pas de réseau parce que l'IT bloque les connexions, etc., etc. Il y a plein d'occasions finalement où on se retrouve sans réseau et où on va perdre justement des fonctionnalités au niveau de notre suivi de version. Avec Git, la seule chose qu'on ne peut pas faire, c'est pusher et récupérer des modifications sur le repository centralisé euh, qui a toutes les modifications de tous les développeurs, mais je peux continuer à faire des commits. Donc, je suis chez mon client, je suis en train de faire de la mise au point, ben, je vais continuer à avoir des points de restauration qui correspondent à mon développement. Et ça, c'est super important pour s'y retrouver après dans l'historique de nos versions. Deuxième chose qui va, alors c'est pas une chose qui diffère de SVN, mais que je dirais que Git un peu pousse, c'est l'utilisation du protocole SSH. Donc c'est de la communication cryptée et surtout avec de l'authentification qui ne passe pas comme avec HTTPS par un mot de passe, mais par une clé publique privée qu'il faut installer. Il y a un peu de configuration qui peut être un peu plus complexe que ce qu'on a habituellement avec un repo SVN qui est la plupart du temps en HTTPS. Mais on peut aussi utiliser les HTTPS avec Git. Après, j'ai dû changer mes habitudes. Parce que SVN, si vous utilisez SVN, en gros, qu'est-ce qu'on fait? Je commence à travailler sur un projet, je vais faire un checkout, je vais créer ma working copy, je vais faire un update pour récupérer des nouvelles modifications qui ont été poussées par des collègues. Je vais faire un commit pour pousser mes modifications sur le serveur. Ça, c'est, je dirais, voilà, dans l'utilisation habituelle, je fais update commit et puis c'est à peu près tout. Avec Git, ça va un peu différer parce que déjà, quand je vais faire mon checkout, je vais faire un clone
Ça va être la copie du repository. Donc ça, ce que je fais pas avec SVN. Il faut dire, je commence, je fais un clone de mon repo. Et après, je vais faire un checkout. Et le checkout, c'est sur un commit ou une branche spécifique. Et ça va me permettre d'avoir ma working copy en local. Après, l'équivalent de l'update, ça va être le pull. Voilà, c'est pas le même mot, mais c'est à peu près la même chose. Et le commit, lui, il va être un peu plus complexe parce que le commit poussait sur le serveur. Là, j'ai trois étapes. J'ai le stage, donc j'ai des modifications. Je vais choisir dans ces modifications ce que je veux committer. Ça s'appelle stager. Excusez-moi pour l'anglicisme. C'est stager les modifications. Ce qui est dans le stage, je peux faire un commit. Ce commit, il est local sur mon repository local. Mais c'est mon point de restauration, tout comme quand je commit avec SVN, j'ai une nouvelle révision qui est créée. Je peux faire 3, 4, 10 commits en local et après faire le push. Et le push, lui, il va pousser ces 10 commits sur, sur le repository commun. Donc voilà, c'est un peu différent. On s'y habitue assez vite. Voilà, il suffit d'avoir bien compris le mécanisme. Et puis il y a une dernière chose qui change un peu. Avec SVN, on peut utiliser les externals. Je ne sais pas si vous avez déjà fait, mais dans un projet SVN, vous pouvez dire bah, j'ai un deuxième projet SVN que je viens mettre en tant qu'externals. Donc je l'utilise en tant que ressource dans mon projet, mais je ne le modifie pas. Par contre, il peut être modifié et puis je peux le récupérer si besoin. En général, ça va être des petits modules qui sont en commun et que je vais pouvoir gérer comme ça. Ce qui s'appelle externals sous SVN, ça s'appelle des submodules sous Git. C'est à peu près équivalent à quelques détails près, mais voilà, on peut faire la même chose. Il y a aussi des nouvelles fonctionnalités. Typiquement, alors je vais pas aller très loin dans le détail, mais Amend, ça c'est une fonctionnalité superbe parce que vous venez de faire un commit et je veux pas croire que dans SVN, il n'y a pas un moment où vous faites votre commit, vous retournez sur la view et puis vous vous rendez compte que vous avez oublié de faire une sauvegarde, je sais pas, de la LV lib ou de la LV class. Il y a un truc qui n'a pas été bien commité. Avec Amend, eh ben, je peux dire, OK, je vais amender, donc modifier le dernier commit. Je ne vais pas recréer un commit qui va juste avoir comme commentaire, oui, bah, j'ai oublié de mettre tel VI. Je vais amender, donc mon commit, il va être propre. Je vais pouvoir le récupérer. Ça, c'est sur le dernier commit. La fonction stash, ça, c'est aussi pas mal. Vous avez des modifs sur votre copie de travail. Et puis, vous avez besoin de revenir au code qui était avant ces modifs, mais vous ne voulez pas les perdre, ces modifs. Vous faites un stash, ça va prendre toutes vos modifs, ça va les mettre de côté, vous continuez à développer, vous faites ce que vous avez à faire sur le code, et puis quand vous avez envie de récupérer vos modifs qui sont dans le stash, ben vous dites réappliquer le stash. Et ça, c'est pas mal, ça ne s'utilise pas tous les jours, mais quand on en a besoin, c'est hyper sympa. Et puis, il y a du rebase, du cherry pick, du bisect. C'est des choses qui peuvent vous aider au quotidien. C'est pas primordial, mais voilà, c'est des choses qu'il faut connaître, qui peut être intéressant d'utiliser au quotidien. Une grosse différence avec SVN, c'est que Git est basé sur les branches. Donc, il va falloir travailler avec les branches d'une manière ou d'une autre. Il va falloir comprendre ce que c'est. Euh, Comme Git repose sur ce mécanisme, il est très fort comparé à SVN pour gérer les branches, pour les créer, pour faire des merges, pour switcher d'une branche à l'autre, pour les supprimer. Tout ça, c'est des actions très simples, très rapides. Vous allez pouvoir créer des branches avec certains rôles, des fonctionnalités, une branche pour une fonctionnalité, un correctif, un proto, l'émerger, etc. Euh, Tout ça, toutes ces modifications, donc en gros, le fait que ça soit distribué au lieu de centralisé, le fait que ça joue avec les branches, ça vous impose de trouver un workflow, une manière de travailler. Parce que Git, il vous impose quasiment rien. Il repose sur le fait qu'il y a des commits, qu'il est capable de revenir sur une commit, qu'il y a des branches qui vous permettent de suivre des commits dans le, dans l'historique. Voilà, je fais un commit à un instant T sur une branche et j'en fais plusieurs et je vois ma branche qui va augmenter. Mais je peux faire tout ce que je veux avec ça. Je peux vraiment faire tout ce que je veux. Et donc les workflows sont importants. Toujours dans mon sondage du début d'année, j'avais demandé quels étaient les workflows qui étaient utilisés. Si on regarde les workflows utilisés avec SVN, en gros, il y a quand même une forte majorité qui utilise le commit update. Après,
au niveau de Git, on se retrouve quand même avec 3 workflows qui sont, voilà, il y a rien qui sort y a rien qui sort du lot. On a du git flow, du centralize, du feature branch. Voilà, on a 3 workflows qui se tiennent, mais qui n'ont pas un usage vraiment prédominant. Et puis il y en a aussi, ce qui est intéressant à voir, c'est qu'il y en a, ils savent pas trop ce qu'ils font comme workflow. Donc ça, c'est aussi intéressant de se poser la question, mais pourquoi je dois faire mon workflow? Et qu'est-ce qu'un workflow? Donc je vais passer maintenant, voilà, durant mon voyage, je me suis intéressé à ces workflows et qu'est-ce qui était proposé, je dirais, dans la littérature. Euh, on a le workflow qui est très proche du workflow de SVN, voire qui est quasi le workflow de SVN. On a une branche, par convention, elle s'appelle master en général, mais vous pouvez l'appeler trunk si vous voulez, vous pouvez l'appeler Toto. Et on n'a qu'une seule branche. Tous les développeurs, ils vont venir committer et pusher sur cette branche. Si jamais il y a un conflit, ben, on le résout comme dans SVN. Et puis, bah, voilà, ma branche vit. Je peux taguer, ça c'est aussi une fonctionnalité qu'on a dans Git. On a un tag qui est vraiment une étiquette qu'on va mettre à un commit. Hein. C'est plus formalisé que dans SVN. Et puis, bah, je vais pouvoir facilement revenir sur ma version 1.0, 1.01 ou 1.1.0. Ça, c'est je dirais, le plus simple des workflows. Euh, Deuxième workflow possible, le feature branch. Donc, en gros, j'ai toujours ma branche master, sauf que chaque fois que je vais avoir une fonctionnalité à ajouter, une fonctionnalité, une correction de bug, je vais créer une branche, je vais travailler sur cette branche. Éventuellement, je peux travailler avec un autre développeur sur cette branche. Rien ne m'empêche de pusher cette branche sur mon repo commun. Et puis, une fois que j'ai fini, ben, je vais merger cette branche dans master. Et puis, je vais déliter la branche feature. Et puis, bah, je vais, bon an, mal an, développer mon programme avec ce système de branche. Troisième workflow qui est connu, c'est Gitflow. Alors là, je vais vous dire, ça commence un peu à devenir un peu plus complexe d'un point de vue graph. Faut pas trop en avoir peur. Ce workflow, il marche très très bien à partir du moment où vous avez des versions. Bah, vous gérez vos logiciels avec des releases précises, avec des versions à réaliser, etc. Le principe, là, donc on a toujours notre branche master, mais vous voyez que la branche master, on ne commit jamais dessus. On ne travaille jamais dessus. La seule chose qu'on va avoir, c'est qu'on va avoir des merges à certains moments qui vont venir de certaines branches. On a une deuxième branche qui s'appelle Develop. Cette branche Develop, c'est sur cette branche qu'on va euh, retrouver toutes les features une fois qu'elles ont été, donc toutes les fonctionnalités une fois qu'elles ont été développées. Donc on retrouve un peu le concept du feature branch, où on va, pour chaque feature, créer une branche, et puis dès qu'on a fini, on va la pousser on va la merger sur Develop, et quand je vais recréer une branche, je la recrée toujours de Develop. Donc à chaque fois, je pars d'un code qui contient des fonctionnalités finies. Une fois que j'ai fait toutes mes fonctionnalités pour ma version 1.1, là, je vais créer une branche release. Et cette branche release, je ne vais pas faire grand-chose dessus. Je vais peut-être changer le numéro de version de mon build, mettre à jour le changelog, faire 2-3 correctifs mineurs, vérifier que tout va bien, que je peux faire la release. Et une fois que je fais le release, je ferme ma branche, je merge dans master, je merge dans develop et je tag avec le numéro de la release. Et donc mon master se retrouve uniquement avec des versions releasées et déployées. Donc si moi je suis par exemple un testeur de l'application, je peux dire ok, je me connecte à mon repo Git et je vais récupérer le dernier commit qui est sur master. Et je suis sûr d'avoir une version finie et qui a été livrée. Et puis on a une dernière branche qui s'appelle hotfix. Bah ouais, ça arrive des fois d'avoir besoin de corriger très vite un bug, auquel cas on va créer un hotfix au niveau de la branche master, faire la modif et la repousser enfin, la merger sur master et sur develop pour que toute branche créée à partir de develop profite de cette correction. Une chose qui est importante
toutes ces actions-là demandent beaucoup de commandes Git. Là, par exemple, si je fais une release, il faut que je delete la branche, il faut que je merge dans master, il faut que je merge dans develop, il faut que je crée le tag. Ça fait au moins 4 étapes à faire. Donc ça peut être très compliqué. Et quelqu'un qui n'a pas trop envie de se prendre la tête, il va vite être débordé par ça. Il faut savoir que Gitflow, c'est aussi un outil intégré à Git qui va vous permettre de faire un start feature, un stop feature, un start release, un stop release. Et quand je fais la commande stop release, ça me fait ces 4 opérations de merge, de création de tag et de delete de branch. Donc on a des outils qui nous aident à gérer ce type de workflow. Dernier workflow sur lequel je souhaite voilà, vous informer un peu, c'est un workflow que vous allez retrouver très vite, très souvent dans les outils qui sont à notre disposition, dans les GitLab, les GitHub, etc. C'est un workflow qui est une surcouche un peu à Git, et ça s'appelle le pull request ou le merge request. On trouve un peu les deux nominations et c'est le même principe. En gros, ça va nous permettre de déléguer la responsabilité du merge à quelqu'un d'autre. Et donc, je vais créer ma branche feature pour développer ma feature. Et au moment où je vais merger dans Develop, en fait, je vais faire un merge request. Et ce merge request, il va être lié à quelqu'un. Et c'est cette personne-là qui va dire, OK, je prends le code, je vérifie, je discute éventuellement avec le développeur, je fais une revue de code. Et quand on est OK, c'est moi qui fais le merge. On retrouve ça très souvent dans les projets open source, où typiquement, quelqu'un qui veut participer à un projet open source, et il y en a de plus en plus dans LabVIEW, dans la communauté LabVIEW, il y a de plus en plus de projets open source. Si vous voulez participer à ce genre de projet, bah, il va falloir faire des merge requests parce que vous n'avez même pas accès en écriture en fait sur le repo. Donc, ce qu'on va faire avec le merge request, c'est qu'on va associer ça avec du forking. Et c'est le dernier point sur lequel on peut parler. On va faire, donc on a un repo qui contient un projet, on va faire un fork, c'est une copie du repo, c'est pas un clone, hein, c'est une copie du repo, et je vais avoir cette copie privée pour moi, sur laquelle je vais travailler comme je travaillerais avec un repo classique. Et quand j'ai fait ma modif, j'ai créé ma branche, j'ai ajouté ma modif, je veux contribuer au projet, et là je vais faire un merge request, et ça va me permettre de proposer une nouvelle fonctionnalité, un correctif de bug au maintainer du projet pour lequel j'ai travaillé un peu. Après, on a dit, il y a beaucoup, et vous avez peut-être vu, ouais, il y a beaucoup de choses dans Git, il y a beaucoup de commandes, mais je dirais que la première chose, une des toutes premières choses que j'ai fait, c'est je me suis dit, mais quel outil je vais utiliser? Moi, je ne veux pas faire de la ligne de commande, j'aime pas. Je suis un développeur LabVIEW, c'est du graphique, j'aime pas taper du texte. Avec SVN, euh, pour moi, tout le monde utilise Tortoise SVN. J'ai jamais rencontré quelqu'un qui utilisait autre chose que Tortoise SVN. En tout cas, pas de développeur LabVIEW. Euh, Peut-être qu'il y a d'autres, mais je pense que c'est 99% des gens qui utilisent Tortoise. Alors, en outil on a Tortoise Git. C'est l'équivalent, on se retrouve dans l'explorateur Windows. C'est gratuit. Moi, je vous déconseille de l'utiliser parce que je trouve que ça vous laisse trop dans SVN et ça vous montre pas assez les différences qu'il y a entre Git et SVN. On a SourceTree qui est gratuit, qui est développé par Atlassian, c'est l'éditeur de Jira et Bitbucket par exemple. Honnêtement, bah, ouais, c'est gratuit, mais en tout cas les versions que j'ai pu tester, j'ai testé pendant 6 mois, elles sont pas rapides, pas très simples à utiliser. Je vous le déconseille. On a Tower qui est quelque chose de payant, qui est un peu lent, qui est beaucoup mieux que SourceTree. Mais pour moi, vraiment, le coup de cœur que j'utilise là depuis plus de 6 mois maintenant, et c'est Fork. Alors, il y a une licence, c'est 50 $, mais c'est une licence perpétuelle. Vous pouvez installer sur 4 machines. Et c'est rapide, c'est fait par des développeurs pour des développeurs, et c'est vraiment génial pour utiliser Git. Et après, il y a GitKraken qui est assez connu, que j'ai pas utilisé, j'ai pas testé, payant aussi avec un abonnement annuel. Et voilà, Fork, je vous ai mis une petite copie d'écran de Fork.
Vous voyez, dans la copie d'écran, ben voilà, on va retrouver par exemple tous les commits qui ont été faits, les différentes branches, qui les a faits, etc. Et puis je vais voir si j'ai des changements. Voilà. Bon, je ne vais pas faire une démo, mais on a vraiment tout ce qui est nécessaire pour gérer son code avec Git dans cette interface-là. Donc voilà un peu tout ce que j'ai découvert. Maintenant, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il en est pour moi? Qu'est-ce que je retire de ces 2 ans de migration de SVN à Git? Il faut voir que SVN, moi j'ai utilisé ça pendant 15 ans avec bonheur, ça marchait très bien, hein. Mais du coup, qu'est-ce que j'en ai fait? Oui, Nicolas. Je me permets de t'interrompre pour te dire qu'il te reste un quart d'heure. D'accord, très bien. Bon, ben, je vais essayer de tenir. Euh, donc, euh, première chose que je retire de cette migration, c'est que déjà, bah, ça m'a sorti un peu de ma zone de confort. Il a fallu que j'aille chercher de l'info, comprendre des choses. Pour moi, ça m'a remis en question, ça m'a permis de réfléchir à comment j'utilisais cet outil de versionning et enfin, les outils de versionning en général. Et je trouve que bah, voilà, ça fait 20 ans que je développe, ça fait presque 15 ans que j'utilise des logiciels de version de contrôle de version. Ben, il y a toujours à apprendre. Et ça, je dirais, c'est un point qui était très important pour moi et qui était vraiment intéressant. Après, au niveau de l'adoption, euh, je ne reviendrai pas à SVN. Euh, J'utilise Git pour tous les projets LabVIEW que je fais, sauf si mes clients sont encore sur SVN ou sur un autre logiciel de gestion de version. Je vais m'adapter. Mais pour moi, Git, c'est vraiment un outil qu'on peut utiliser avec LabVIEW. Tout ce que je fais avec SVN, je sais le faire avec Git. Euh, j'ai vraiment adopté aussi Fork comme interface graphique à Git. C'est vraiment un outil vraiment top. Et en gros, pour mes développements LabVIEW classiques, j'utilise le workflow Gitflow, là, celui, on va dire, peut-être le plus complexe d'un point de vue euh, graph, mais qui est vraiment, qui marche très très bien à partir du moment où on fait des releases prévues et je dirais que la plupart du temps quand même dans notre monde, dans l'industrie, dans la recherche, dans le développement LabVIEW, on fait des versions définies assez précisément. Après, il faut s'adapter aussi à ce qui se passe. Euh, et le dernier point sur où j'en suis maintenant, c'est que ça m'a donné vraiment une ouverture à plein d'autres choses. Premièrement, à tous les projets open source. C'est-à-dire que moi, j'ai pu, euh, en tant que contributeur, participer à des projets. Et je me suis lancé du fait que j'ai commencé à maîtriser, dès que j'ai commencé à maîtriser l'outil, je me suis dit, bah là maintenant tu peux te lancer et faire depuis très longtemps des idées de projets open source que je voulais faire. Et j'ai 2 projets sur lesquels je travaille, Antidoc et ASCII-Doc Toolkit for LabVIEW, qui sont des projets open source qui sont gérés par Git et sur lesquels j'ai eu des participations, des contributions d'autres utilisateurs et qui sont passés par des merge requests. Et ça, bah, ouais, ça a été génial en termes d'apprentissage et je dirais, d'échange avec d'autres développeurs LabVIEW. Et le dernier point en termes d'ouverture qui est ultra important, et là je dirais même peut-être plus professionnellement parlant, c'est que ça m'a permis de mettre en œuvre l'intégration continue. Donc moi j'utilise GitLab. Euh, GitLab, c'est un service, comme son nom l'indique, ça repose sur Git. Donc si vous ne faites pas du Git, vous pouvez pas profiter de tout ce qu'il propose, et notamment l'intégration continue avec les builds automatiques, les unit tests automatiques. Et ça, c'est vraiment royal, c'est vraiment un plus. Et donc cet apprentissage de Git, il m'a vraiment permis d'aller plus loin dans ma pratique de la view au quotidien. Maintenant, peut-être ce qui vous intéresse, mes conseils si vous voulez faire cette même migration et ce voyage. D'abord, moi, vraiment le point important, c'est bien comprendre les implications d'un système distribué. Un commit, c'est local, c'est plus une fois que j'ai commité, tout le monde là. Non, le commit, il reste local. Et ça, c'est super important, c'est super intéressant parce que je peux faire des commits sans réseau, je peux faire des commits, je peux revenir sur un commit avec un amend. Tant que ça n'a pas été poussé,
je peux faire beaucoup de choses en local sans que ça impacte le reste de l'équipe. Euh, et comprendre voilà, que le push, c'est la publication de tous les commits que j'ai en local. Euh, et donc, voilà, la modification de l'historique est possible quand je suis en local et pas quand j'ai déjà publié mon commit, forcément. Donc ça, faut bien le comprendre. Le point vraiment aussi important, c'est choisir son workflow. Alors, je vous ai donné des exemples, quelques pistes. Voilà, si vous venez de SVN, vous avez peur d'aller vers des trucs complexes avec les branches, vous pouvez utiliser le centralized. Hein, une branche, comme j'avais mon trunk, et des tags. Euh, si vous êtes basé sur des applications qui sont du versionning sémantique V1.0, V2.0, V3.0, Gitflow, c'est génial. Ça marche très bien. Si vous faites de l'open source, fork plus merge request, ça marche. Maintenant, il y a plein de workflows différents et je dirais il y a surtout le workflow que vous pouvez mettre en œuvre, vous, dans le contexte de votre développement, de vos process habituels. Donc c'est à se fabriquer et puis peut-être qu'un projet va bien fonctionner avec du Gitflow et peut-être qu'un autre il marchera mieux avec du centralized ou voilà ou un mélange des deux, je ne sais pas. À vous de trouver, mais par contre, il faut le définir. Il faut que dans votre équipe de développement, vous soyez bien d'accord sur le workflow. Ça, c'est important. Parce que Git c'est vraiment que des conventions. Il vous oblige à rien. C'est très permissif. Donc, c'est génial, mais il faut se mettre d'accord. Après, un conseil qui est valable aussi si vous êtes sur SVN, sur n'importe quel logiciel de contrôle de version, c'est committer. Alors, j'ai mis entre guillemets proprement. Ça veut dire quoi? Committer souvent. Ne faites pas un commit à la fin de la semaine. Vous committez avec un message clair. Vous mettez pourquoi vous avez fait le commit, pas qu'est-ce que vous avez fait. Mettez pas j'ai enlevé le plus un dans la boucle for parce que il suffit que j'aille regarder le code pour voir qu'il n'y a plus le plus un. Par contre, si vous mettez dans votre message j'ai corrigé tel bug, ça parle parce que faut pas oublier que l'utilisation de Git ou d'un logiciel de version de contrôle, ça vous permet de revenir en arrière. Quand vous avez des problèmes, vous avez envie de lire un historique propre et clair. Toujours dans dans la même lignée, vous faites des commits cohérents. C'est-à-dire, vous ne faites pas à la fois de l'ajout de fonction et du refactoring de votre code et un seul commit. Vous faites l'ajout de la fonction, un commit, le refactoring, un commit. Et pour avoir des commits qui sont propres, il faut committer que les VI que vous avez modifiés. Et là, je sais qu'il y a une fonction qui est potentiellement assez peu connue dans la view, c'est Separating Compiled Code from Files. En gros, le code compilé de la view, vous le mettez pas dans votre versionning. Vous le mettez à côté. Par exemple, vous avez un CTL qui est appelé par 100 VI. Vous modifiez ce CTL. Si vous n'avez pas séparé le code compilé du fichier, vos 100 VI vont être recompilés. Et vos 100 VI vont être committés. Alors vous avez modifié, vous avez rajouté un item dans un enum. Donc vous ne pouvez pas faire un commit cohérent. Vous appliquez cette propriété à tous les VI de votre projet. Et là, vous n'aurez que les VI que vous modifiez dans vos commits. Et là, c'est pareil, quand vous revenez en arrière, vous voulez comprendre ce qui s'est passé, c'est bien plus propre. Et vous ne commettez pas les builds, vous ne commettez pas les installeurs. Déjà, parce que normalement, vous avez un serveur de release, c'est-à-dire que vous avez un serveur qui retient tous les builds. Et deuxièmement, parce que avec Git, vous avez tout le repo sur votre machine. Donc si vous committez des builds à tous les commits, vous allez vous retrouver avec un repo qui va être énorme et ça va plus être jouable. Donc un serveur de release pour conserver tout ce qui est installeur, build, tout ce que vous générez avec votre code en buildant. Et pour ça, vous avez le fichier gitignore donc, pour gérer ce que vous pouvez ignorer dans votre arborescence, dans votre working copy. Donc, si vous voulez ignorer un fichier ou un dossier complet, vous allez utiliser le fichier gitignore. Je fais rapidement. Detach head, c'est un état dans lequel vous pouvez vous retrouver de temps en temps. Ça peut être normal de s'y retrouver. Attention, quand vous êtes dans cet état, vous pouvez perdre de l'information si vous n'avez pas bien compris en quoi ça consistait. Voilà, je n'en dis pas plus, mais il faut le savoir. Ça aussi, c'est valable SVN, Git, mais voilà, quand on travaille sur comment on versionne,
il faut que vous ayez une architecture modulaire. Si vous avez un seul VI, vous ne pouvez pas travailler avec plusieurs personnes, vous ne pouvez pas avoir des commits cohérents. Donc voilà, pensez à l'architecture de vos projets de façon à ce qu'elle soit modulaire et que plusieurs personnes puissent travailler sur différents modules et sans se marcher dessus. Euh, dans le même sens, un logiciel de version de contrôle, ça ne remplace pas la communication dans une équipe. C'est pas fait pour communiquer, c'est fait pour vous aider à travailler, vous aider à conserver un historique, vous aider à revenir dans le temps, mais ça ne vous remplace pas une communication. Il faut que vous sachiez qui travaille sur quoi, sur quelle branche, etc., etc. Donc communiquer. Donc si j'ai une conclusion à faire, c'est bah, oui, le passage à Git requiert un effort d'apprentissage. Parce que déjà, bah, voilà, on était habitué à un outil, il faut changer d'outil, ça change les habitudes, c'est un effort. Ça me semble un peu plus complexe que SVN, mais vraiment le jeu en vaut la chandelle. Tout ce que vous faisiez avec SVN, vous pouvez le faire avec Git, et plein de choses que vous ne faisiez pas, que vous ne pouvez pas faire avec SVN, vous allez le faire avec Git. Et puis Git, il s'adapte à votre contexte. Donc, réfléchissez à la manière dont vous utilisez Git, réfléchissez à la manière dont vous travaillez, comment vous développez vos applications. Ça sera important pour choisir le workflow, la manière de travailler avec Git. Et puis, bah, ça vous donne accès à plein de services connexes qui sont super, qui vont vous aider au quotidien. Donc voilà ma conclusion. Peut-être une dernière chose, si vous avez peur de partir en voyage tout seul, vous pouvez aussi partir avec un guide. N'hésitez pas à me contacter ou à contacter d'autres sociétés qui savent utiliser Git. Mais voilà, parfois être accompagné, ça permet de faire le pas. Je vous remercie pour votre attention. Je suis dans les temps. Si vous avez des questions. 5 minutes pour des questions qui ont mis un peu de temps à arriver, mais du coup, il y en a beaucoup. Merde. Eh ben, vas-y. Allez, je commence. Alors, une première question posée par Jean-Philippe. J'ai entendu dire qu'il n'y avait pas de lock sur Git. Y a-t-il son remplaçant? Non, il n'y a pas de lock sur Git. Mais il n'y en a pas besoin en fait. De ma perception. Alors, j'utilisais SVN avec des commit updates sans faire de lock. Mais le lock, c'est pas forcément une bonne solution. Si on a, je pense, si on a besoin de locker un fichier, c'est peut-être qu'on a un problème dans l'architecture du projet ou dans la communication avec l'équipe. Un projet qui ne serait pas assez découpé? Pas assez modulaire, oui. Où tout le monde a modifié le même VI pour pouvoir intégrer sa fonctionnalité. Et bah, ça veut dire qu'il y a un petit problème. Si tout le monde a besoin de taper dans le même VI, c'est qu'il y a peut-être voilà, à réfléchir sur l'architecture du projet. Ensuite, il y avait une autre question. Enfin, s'il y a un conflit, que se passe-t-il? Question posée par Sébastien. Alors, s'il y a un conflit, bah, il se passe rien de pire qu'avec SVN. Euh, Vous allez devoir choisir vous allez avoir l'ensemble des fichiers qui sont en conflit qui vont être listés. Et puis vous allez choisir, bah, je prends soit le fichier de cette branche, soit le fichier de cette branche, et vous choisissez en connaissance de cause. Vous pouvez intégrer l'outil de comparaison de LabVIEW dans Fork, et puis faire vos choix en fonction. Ce qu'il faut voir au niveau des commits, il faut quand même essayer de faire des branches qui ont une durée de vie de développement assez courte, parce que c'est vrai que plus vous avez une branche qui vit sa vie sans faire un merge dans la branche principale, bah, plus quand vous allez merger, vous risquez d'avoir des conflits. Mais par exemple, si vous avez je reviens sur l'architecture modulaire. Si vous avez deux modules qui vivent en parallèle, vous pouvez avoir des branches qui vivent très bien et puis un merge qui se passe très bien à la fin, quoi. Ok, ça permet d'aborder la question suivante. Est-ce qu'on peut configurer le déclenchement d'outils de merge externe, la merge LabVIEW, merge teststand, en fonction de fichiers, comme on peut le faire avec Tortoise SVN? Alors dans le chat, je me suis permis de répondre que ça dépendait des clients. Question posée par Mesulog invité. Alors pour Testand, je ne me permettrai pas de répondre parce que je ne connais pas assez Testand pour savoir. Mais on peut parfaitement
lier l'outil de merge et l'outil de diff de LabVIEW dans Fork, typiquement, mais dans à peu près tous les outils que j'ai pu essayer, il y a les outils de diff et de merge customisables. Je ne sais pas si ça répond à la question, mais à mon avis, on aura la même chose que dans Tortoise SVN. Ok. Alors, il y avait une question de Jean-Louis Schrick qui s'adressait à tout le monde, mais vu que tout le monde ne peut pas répondre, je vais répondre Olivier. Y a-t-il dans l'assistance des utilisateurs en équipe de Git avec du code LabVIEW? Quelle est la fréquence des push? Avez-vous eu des problèmes de merge et de résolution de conflits? Alors, je vais répondre. Moi, j'ai fait un projet de 6 mois où on a été, alors pas en même temps, mais il y a eu 6 ou 7 développeurs qui sont intervenus et en même temps, il y avait en général on va dire 3 développeurs et demi. Ça s'est très bien passé. Ça s'est très bien passé et ça se serait pas passé moins bien ou enfin en termes de, de, de résolution de conflits, c'est exactement le même principe que sur SVN. Et par contre, en termes de commit, ça se passe mieux parce que chacun peut committer des états en local. Et quand on a une grosse fonctionnalité à développer, avec SVN, tant que mon code il n'est pas exécutable, tant que ma fonctionnalité va faire que je ne peux pas partager mon code, euh, je ne peux pas committer. Donc je ne peux pas avoir un point de restauration. Avec Git, je peux travailler 4 heures et faire 10 commits de petits états de modification qui me permettent de revenir en arrière si jamais je pars dans la mauvaise direction à un moment. Mais ça ne va pas impacter les autres développements. Et quand j'ai fini de développer ma fonctionnalité, ou en tout cas je suis à un état qui me permet de le partager, eh ben, je peux faire un push et en faire profiter les autres personnes de l'équipe. Donc moi, je dirais que l'expérience à plusieurs développeurs et avec la Vue se passe vraiment très bien à partir du moment où on communique et où on a une architecture modulaire. Je réinsiste sur les 2 points, sur les 2 derniers points que j'ai dit, mais ça, si vous communiquez pas et si vous avez un seul VI, ça peut pas marcher, mais Git, SVN, Perforce et n'importe quel outil de gestion de version. Je ne sais pas si j'ai répondu à Jean-Louis, mais voilà. La réponse était un peu longue, mais il y avait les 3 éléments de Mince. réponse, il me semble bien. On va passer un peu sur 18 heures, mais il reste une petite question qui serait sympa d'aborder. Toujours posée par Mesulog invité. Tortoise SVN a introduit un mécanisme de commit local appelé shelving pour compenser ce manque par rapport à Git, mais ce n'est pas très intuitif. Voilà. Alors personnellement, je ne sais pas si tu as des Alors, informations dessus, si tu as des commentaires à faire. j'avais vu cette fonctionnalité, j'ai pas cherché. Pour moi, je ne savais pas si le shelving c'était pas plus lié au stash. C'est-à-dire, j'ai fait des modifs dans ma copie de travail et je la mets de côté. Je en fais d'autres, j'applique et je réapplique ces modifs que j'ai mis de côté finalement. Je maîtrise pas bien le shelving. Je maîtrise pas même, je connais pas, donc je me prononcerai pas. Je pense que oui, c'est des ajouts qui sont faits à SVN. SVN fait des ajouts qui essayent de compenser des choses que permet Git par nature. Voilà, et je dirais, Git le fait très très bien. Ok. Et dernière petite question-remarque posée par Jérémy. Donc, soit tu as un mauvais outil gratuit, soit tu payes, soit tu fais de la ligne de commande. Point d'interrogation. Alors non. Euh, alors le soit tu payes, moi en tant que développeur qui fait du soft et qui demande à mes clients de les payer pour faire du soft, ça ne me dérange pas de payer un logiciel qui m'aide au quotidien. C'est un point en aparté. Fork, ça coûte 50 dollars. Donc au prix du dollar, ça doit faire 40 euros pour une licence perpétuelle et un outil qui est excellentissime. Donc je considère que c'est pas une dépense, c'est vraiment un très bon investissement. Après, avec Atlassian, avec SourceTree de Atlassian, vous avez un outil gratuit qui fonctionne, que vous pouvez utiliser. C'est pas la panacée. Enfin, en tout cas, moi, j'y ai pas trouvé mon compte.
Après, il reste la ligne de commande. Honnêtement, moi, je ferai pas ça. Mais c'est gratuit. Alors, si je peux me permettre une petite remarque, mais j'étais sûr que tu l'aurais oublié, il y a un autre client gratuit et qui est pas trop mal, surtout pour commencer. C'est GitHub Desktop. Et bon, c'est un utilitaire graphique et on peut aussi utiliser des repos Git perso, pas forcément hébergés sur GitHub ni sur un serveur GitHub personnel. On peut très bien utiliser des serveurs Git traditionnels. Tu as bien fait de faire la remarque. J'étais sûr que tu l'aurais oublié. Et on arrive au bout des questions. Et Donc j'ai pas regardé le chat s'il y avait d'autres questions qui étaient arrivées un peu tard. Quelle fréquence de push conseilles-tu? alors, pour moi, il n'y a pas une fréquence. Ça ne doit pas être quelque chose de réglé. Ça dépend vraiment du contexte, de où vous en êtes dans votre développement, de ce que vous devez partager avec vos collègues. Le push, il centralise, donc il permet de diffuser vos modifications. Je dirais, c'est à partir du moment, c'est un peu ce que je disais pour répondre à quelle question. Euh, il y avait une question là-dessus, mais en gros, Sur la fréquence des push et la taille des équipes. voilà, en fait, le push n'est pas réellement nécessaire à mon sens. C'est vraiment juste une fonction de partage. Ce qui est vraiment nécessaire et ce qui doit être fait le plus souvent possible, c'est les commits. Parce que les commits, ce sont vos points de restauration. C'est à partir d'un commit que vous allez pouvoir dire je reviens dans l'historique, je reviens à 10 commits. Moi, ça m'arrive assez régulièrement de travailler pendant 2 heures et de me dire mince, c'est pas du tout la bonne direction que j'ai pris. Et si pendant ces 2 heures, j'ai fait aucun commit, bah, ma seule solution, c'est soit de défaire mes modifications dans le code, ce que j'aime pas parce qu'on oublie toujours des trucs, soit revenir au commit précédent. Bah, si j'en ai fait régulièrement et que j'en ai un qui date d'un quart d'heure, bah, je suis content, en tout cas plus que si j'en ai un qui date de 2 heures, voire de hier. Donc, moi, j'ai une tendance à committer. Je suis pas un serial committeur, mais pas loin, quoi. Quand je développe une journée de 8 heures, je peux avoir fait 20, 25 commits. Mais c'est pas grave. C'est très bien. Je vous conseille d'être plutôt là-dessus que sur un commit par jour. Un commit par jour, pour moi, c'est quand vous avez un usage de SVN ou de Git en tant que logiciel de backup. Plus qu'en tant que réellement gestion de version et capacité de revenir à un point, de comprendre l'historique, de comprendre les développements qui ont été faits. Ça n'avait rien de euh, péjoratif hein, quand je disais logiciel de backup, hein, mais c'est vrai que moi, historiquement, quand j'ai utilisé SVN, c'est que quand on commençait à utiliser SVN, c'est parce qu'on faisait des zips tous les soirs et que le vendredi soir, il fallait faire un zip sur un CD. C'était presque plus du backup. Mais le logiciel de contrôle de version, ça va beaucoup plus loin que ça. Et c'est vraiment important de committer régulièrement et proprement, ce que je mettais dans mon slide ici. Euh, voilà, committer proprement. Et sur les messages de commit, je me permets la petite info, il y a plein de templates de messages de commit. Choisissez-en un dans votre équipe pour que tout le monde respecte ce formalisme. Et vous verrez, là, le log, l'historique de vos commits, il prend vraiment de la valeur, énormément. Cet aspect de différence entre vraiment un logiciel de gestion de code source et d'outils de backup, personnellement, je trouve qu'on l'apprécie vraiment quand on commence à regarder les branches, la gestion de version de logiciel et de planification. Tout- Je ne sais pas ce que tu en penses, toi, mais c'est à partir de ce moment-là que vraiment j'ai senti la différence entre les deux philosophies, quoi. Ouais, je suis assez d'accord avec toi et euh, c'est
très important. C'est très important de voir au-delà du juste backup. Je peux revenir à une version d'hier ou d'il y a une semaine. Parce que en plus sur la gestion de branches, et là peut-être que je proposerai une autre présentation pour le prochain luge, mais sur l'intégration continue, vous verrez que si vous vous y mettez, en utilisant des branches, on va pouvoir faire des choses différentes, on va pouvoir euh, trigger des actions automatiques différentes en fonction de la branche sur laquelle on travaille, et donc apporter encore plus de finesse dans tout ce qu'on met autour de notre développement LabVIEW. Il ne faut pas oublier qu'au final, j'ai pas beaucoup parlé de la view, mais l'objectif, c'est d'avoir à la fin un logiciel qui fonctionne, un logiciel que je peux rapidement builder et fournir à mon client ou à mon utilisateur. Et tous ces outils qu'on met autour, c'est pas juste pour s'amuser, c'est vraiment dans le but de servir un développement efficace et fonctionnel. Ok, ben, il est 18h10, je vous propose qu'on clôture ici. On n'est pas que tous les deux? Merci Olivier. Non, il y a toujours des réactions dans le chat, donc j'imagine qu'il y a quand même d'autres personnes qui suivent. Bon. Ben, merci pour votre attention. Et merci à tous. Et puis, on essaiera de vous mettre les vidéos à disposition sur le forum si ça a bien fonctionné. C'est pas sûr. Bonne soirée à tous. Et puis, à bientôt pour la 3e édition du Luge qui est déjà planifiée.